Conceptrice, concepteur, bonjour. Aujourd'hui, je suis tombé sur un sujet d'examen ou sujet d'exercice corrigé en tout cas, en provenance de l'Université royale de technologie de Melbourne en Australie. La personne ou le prof qui a pondu cet exercice, voilà, il s'appelle Thierry Perret. C'est surprenant, un prénom français comme ça. Ce gars est peut-être français, mais en tout cas, il enseigne donc à la Royal Melbourne Institute of Technology, donc c'est en Australie. Et ce sujet, alors date de 2013, mais c'est pas réellement le problème. C'est un sujet qui a été donné à des étudiants afin qu'ils s'entraînent à modéliser dans CATIA V5 euh, des objets 3D en utilisant les fonctionnalités de multicore. Très bien. Mais quand on regarde la façon dont ce sujet est présenté, on se demande vraiment si ce gars a déjà suivi des études de dessin technique et simplement de mécanique générale. Or, j'ai regardé un petit peu ce qu'il a fait et notamment il a publié des papiers. Il aurait fait une thèse sur l'efficacité de casques de VTT. Ben, s'il y a mis la même rigueur, il vaut mieux éviter de se protéger le crâne avec les casques conçus par ce gars-là. Moi, je vais vous montrer comment je m'y prends avec Créo Paramétrique 12. Mais c'est pas réellement le sujet des versions des logiciels, parce que vous allez me dire oui, mais c'est en 2013, ça a évolué. Non, ce qui n'a pas évolué depuis 2013, c'est la façon d'analyser un schéma de cotation fonctionnel et de positionner justement ce fameux schéma de cotation fonctionnel correctement, notamment dès sa première esquisse. Alors là, on va s'apercevoir que ce qu'il propose ici, ça commence déjà par du grand n'importe quoi sur la façon de coter la première fonction du coude, de raccord coudé qu'il veut faire modéliser à ses étudiants. Le lien vers ce fichier PDF, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Hein, le sujet est public, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil dessus. Si on s'intéresse vraiment à la façon dont il propose de coter sa première esquisse, c'est tout de suite du n'importe quoi, parce que quand on parle d'un raccord coudé, une des codes fonctionnels de ce fameux raccord coudé, c'est l'angle formé par les deux, entre l'arrivée et la sortie du raccord. C'est ça qui va m'intéresser, c'est ça qui est important, c'est quel angle fait-il? Est-ce que c'est un raccord à 60 degrés, à 45 degrés? Est-ce que c'est un raccord à 90? Et dans la façon de concevoir le modèle, eh ben, on peut déjà réfléchir au coup d'après, se dire, une fois que j'ai modélisé une première fois mon coude, par exemple ici, sur un angle de 45 degrés par rapport à cet axe-là, cette sortie est à 45 degrés, donc là on a un angle de 135 degrés entre les deux axes. Eh bien, est-ce que je pourrais pas assez facilement faire à partir de ce raccord un raccord coudé avec un angle plus important, voire faire un angle droit? Ensuite, il y a des informations intéressantes. On a le diamètre réel, le diamètre du perçage et cette forme qui relie les deux couches du raccord. Eh bien, cette forme-là, on peut raisonnablement penser que les arêtes de part et d'autre de cet axe de symétrie sont identiques, font la même longueur. Pareil ici. Or, quand on vient regarder le schéma de cotation qu'il propose pour faire sa première esquisse, il n'y a rien, absolument rien qui va. Il positionne son esquisse sur son repère à un endroit qui n'a rien d'intéressant ni de fonctionnel. Il met des cotes de 45 degrés, alors que, en fait, les cotes mises ici, il n'y en a aucune des deux qui est intéressante par rapport à ce que l'on recherche. Il cote la hauteur
totale jusqu'à ce segment, cette cote de 31 n'a rien, absolument rien là aussi de fonctionnel. Pourquoi est-ce qu'on a cette cote de 4 millimètres? Bref, là, il cote même, c'est même pas la longueur droite ici qui est cotée, c'est la longueur par rapport à ce sommet. Mais ce sommet n'a rien d'intéressant pour réaliser cela. Et en plus, bien sûr, mais ça c'est lié à une lacune directe de Katia, c'est que on a coté un rayon de 13,5 et il met ensuite en épaisseur 13,5 de part et d'autre, alors que la largeur complète du raccord c'est 27 millimètres. Donc dans Katia, quand on fait une extension miroir, eh bien on ne peut pas mettre la cote hors tout. Il faut mettre uniquement la demi-cote. Ce qui fait qu'en aucun cas, on a sur les pièces qui sortent de Katia, on a dans de très 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 nombreux cas, on n'a pas les cotes fonctionnelles. On a des cotes qui sont liées à des limitations du modeleur, de l'outil. Or, si je dois mettre une tolérance, c'est sur la cote de 27 que je mets la tolérance, pas sur la demi-cote de 13,5. Donc, rien que sur le premier point, on est dans du grand n'importe quoi. Dans ma méthode, alors je vais la faire dans Créo, mais je pense que il aurait pu au moins s'en approcher s'il avait eu un tout petit peu l'esprit mécanique. Eh bien, je vais enlever cette fenêtre, voilà. Je vais commencer mon esquisse sur le plan de face, ok. Mais ce que je vais commencer par faire, c'est un cercle de construction que j'appuie, que je centre sur le centre de mon repère, et comme rayon, je mets son rayon de 13,5, ou mieux, je mets mon diamètre de 27 millimètres. Ensuite, par rapport à cela, je vais tracer les esquisses qui m'intéressent, enfin l'esquisse proprement dite qui m'intéresse. Alors on peut y aller façon gribouille, hein, c'est-à-dire que je vais commencer par tracer un segment comme ça. Une chose que je sais, c'est que hop, je fixe une perpendicularité que je verrouille avec le bouton de droite de ma souris. Je pars ici sur une égalité, non, ça je m'en fiche. Je vais choper, voilà, j'ai une tangence que je valide, que je verrouille avec mon bouton de droite. Et je continue. De toute façon, on va tout régler avec les contraintes de positionnement, hein. Je rajoute un arc de cercle qui part donc de ce point, hop, jusqu'à ce point. Bien. Bon, déjà, j'ai mon esquisse qui est grisée, ça veut dire qu'elle est contrainte et qu'elle est fermée. Je rajoute des contraintes de perpendicularité là où je suis sûr qu'elles existent, c'est-à-dire entre les faces là, entre cette arête et cette arête, entre cette arête et cette arête, voilà. Donc là, je suis contraint. Là, j'ai une tangence par rapport au cercle, donc ça me va bien parce que vous allez avoir le fluide qui va rentrer par là. Le point de jonction, c'est le centre, et puis on repart par ici. Euh, Ce qui fait que si je trace un axe de ce côté-là et un axe de ce côté-là, ils vont bien passer par le milieu de la face. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ce que je peux faire aussi, c'est donner. Donc là, j'ai un parallélisme. Je vais rajouter une contrainte d'égalité entre ces deux segments. Ok. Et dans les codes fonctionnels, eh bien, je peux coter. Alors il y a une chose qui ne me plaît pas en revanche, si j'ai l'angle. Voilà, j'ai mon angle à cet endroit-là, donc ça me va bien. À la limite, je peux le remplacer par le grand angle ici. Voilà, comme ça. Euh, on a une surcontrainte il y a une perpendicularité qui
ne colle pas. Non, c'est le parallélisme entre ces deux arêtes-là qui ne va pas. Donc je le détruis. Voilà. Et puis maintenant, si je mets 135 degrés, alors j'ai celle-là qui a bougé, celle-ci n'a pas bougé parce que effectivement j'ai une cote qui se trouve là, cote faible pour le moment. L'intérêt, c'est, voilà, dans l'exercice, c'est déjà regarder un petit peu quelle est l'influence du schéma de cotation sur notre forme. Je m'aperçois que cette cote-là me gère un petit la position, le basculement de la pièce. Je la supprime et je vais rajouter une cote d'horizontalité entre ces deux segments. Voilà. Ce qui fait que si je commence à modifier l'angle, si je recommence à modifier l'angle que j'ai là, voilà, j'ai un comportement qui est presque satisfaisant, mais il faut que je m'occupe de faire disparaître la cote faible qui se trouve ici, et pour ça, pour la faire disparaître, je vais mettre une autre cote fonctionnelle qui est la cote du centre ici, de l'axe, jusqu'à cette face-là. Et sur cette face-là, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Je vais mettre 14 mm. Alors, on est presque tangent à la sortie. Pourquoi pas. Alors, vous pouvez remarquer que dans mon esquisse, si on la compare à l'esquisse fournie pour l'exercice, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cotes. Sur mon esquisse, j'en ai que 3. 1, 2, 3. Et elles sont toutes fonctionnelles. Et si je regarde un petit peu ce qui se passe, si je viens faire évoluer la valeur d'angle du coude, eh bien, on voit que le coude peut quasiment me servir jusqu'à déjà au moins jusqu'à 90 degrés et jusqu'à des cotes d'angle très prononcées jusqu'à ce que la cote de rayon ici disparaisse. Donc moi ça me va bien maintenant. Ça j'ai quelque chose de robuste, de fonctionnel et qui va me permettre comme ça d'avoir vraiment un modèle 3D que je pourrais utiliser dans différentes situations. Je valide à présent mon esquisse et dans Créo, non seulement on voit parfaitement ce qui se passe, mais si je décide de gérer une valeur symétrique par rapport au plan d'esquisse de ma matière, eh bien c'est la valeur totale que je vais renseigner. Je vais aussi mettre ici 27 mm. J'ai donc un schéma de cotation nécessaire et suffisant, un schéma de cotation fonctionnel avec des cotes en, en valeur nominale correcte et je peux comme ça modifier maintenant ma valeur d'angle à tout moment. Le reste de la géométrie va suivre. Ok, allez, on continue à dérouler son script. Ensuite, son idée, c'est de faire réaliser 2 corps disjoints pour commencer à créer les connecteurs de son accord. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas parce qu'on est en train de faire des corps disjoints qu'il faut mettre des codes qui servent à rien ou qui veulent dire n'importe quoi. On va déjà avoir le problème ici. Pourquoi il met une cote de 10 simplement pour faire rentrer un bout de matière dans son corps précédent. Pourquoi 10? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 20? On ne sait pas. Cette cote ne sert à rien. Elle n'a aucune réalité fonctionnelle. Pourquoi n'a-t-il pas été aligné son arête ici sur par exemple, le centre de son arc de cercle? Ça aurait plus de sens et ça lui aurait évité de mettre cette cote-là. Autre chose, vous avez alors, on est sur une forme de révolution et tous les utilisateurs de CATIA sont fâchés avec les codes de diamètre lorsqu'ils font des formes de révolution. Pourtant, on a la possibilité de créer des codes de diamètre lorsqu'on fait des formes de révolution avec CATIA, je l'ai vérifié, mais non, ils ne le font pas. Or, sur un sujet d'examen pour un élève ingénieur, faire ce genre d'erreur ou d'oubli, c'est quelque chose de rédhibitoire. Alors, les codes fonctionnels, ce sont des codes de diamètre lorsqu'on fait des formes de révolution. Et si on va un petit peu plus loin, ici on a la cote de 16,6. Cette forme-là, ce gros cylindre,
il va s'en servir pour découper un écrou, forme hexagonale d'un écrou. Donc il ne respecte aucune des normes du dessin industriel. Alors, vous allez me dire, oui, mais si, en fait, quand tu regardes, là, les 1435, le 1435 va devenir la cote sur plat. Ouais, mais du coup, la cote de 16,6, là, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle n'a rien à faire ici. Un écrou, c'est dimensionné par rapport à sa cote sur plat, et la cote des sommets de l'hexagone, on s'en fiche, on n'en a pas besoin, elle ne doit pas apparaître. Mais lui, il doit la faire apparaître, vu que la façon dont il s'y prend pour faire son écrou, et ça rime à rien. Ça ne rime à rien. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Clairement, c'est sûr et certain. Ensuite, ils ont la manie de faire des esquisses qui sont souvent complexes, compliquées du premier coup. Franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc moi, je vais vous montrer comment je vais réaliser cet exercice. On va simplement noter qu'on a une cote fonctionnelle de 22 mm par rapport à la face de la base. On a 4,3 ici qui est la position de l'écrou par rapport à la base, et puis on va se débrouiller pour le reste. Allons-y. Euh, maintenant qu'on a fait cela, on va aller donc créer nous aussi une forme de révolution. Mais avant de faire la forme de révolution, je vais rajouter deux ou trois petites choses sur mon modèle de manière à me faciliter la vie pour les esquisses suivantes. Je vais commencer par créer un point de référence sur mon repère, et je vais créer deux plans de référence. Un plan de référence qui passe justement par ce point et qui sera orthogonal, perpendiculaire, encore un autre terme, normal à cette face-là, et qui sera également normal à ce plan-là. Voilà, donc j'ai un plan qui est comme ceci. Euh, Moi, ça me va bien. On peut faire en sorte que sa face positive soit de ce côté-là. Très bien. Et on va faire la même manip de l'autre côté. Donc, de nouveau, hop, un plan de référence. J'aurais pu créer ces plans de référence à la volée, mais comme on va s'en servir sur plusieurs fonctions différentes, là, pour le coup, il est préférable de les créer en avance de phase. Voilà. OK. Ça, du coup, ça va me permettre, lorsque je vais réaliser, moi aussi, je vais faire une forme de révolution. Sauf que ma forme de révolution, alors, on va travailler également en multicorps. Donc, je vais lui préciser dès le départ que je vais créer un nouveau corps. Et on va, au niveau de son placement de l'esquisse, on va utiliser le plan face comme plan d'esquisse, mais on va utiliser non pas le plan droite pour l'orientation, ça on l'enlève, on va prendre le plan que l'on a créé spécifiquement, qui est toujours perpendiculaire à ma face. Ça permet quoi? Ça permet, lorsque je vais me mettre en vue d'esquisse, comme ceci, eh bien, je vais travailler tranquillement à l'horizontale. Ce que je vais pouvoir faire directement sur... Et je m'aperçois que c'est pas tout à fait comme ça que je voulais procéder, mais c'est pas grave. Il n'y a pas une seule façon de faire. On va s'intéresser à euh, ouais, on va faire la forme de révolution. On va faire uniquement, dans un premier temps, on va faire euh, cette forme de révolution. Et pourquoi pas la prolonger jusqu'au 22. Donc, on va donc j'ai les 2,2. Ok, donc là j'ai ce qu'il me faut pour travailler. On va faire cette forme-là jusqu'ici. Allons-y. Sauf que donc je vais commencer par tracer mon, un trait d'axe qui va me servir d'axe de révolution. Et puis, comme j'ai dit, je pars. Alors, moi, je vais partir
de ce plan. Parce que pourquoi pas? Je viens là, je remonte, je m'arrête ici, et là, comme je suis en train de faire un nouveau corps, je ferme mon esquisse. Très bien. Ce que vous pouvez voir tout de suite, c'est que Creo, automatiquement, vous met directement des codes de diamètre, parce que j'ai placé un axe de révolution et que je suis dans une forme de révolution. Donc maintenant, le jeu consiste à faire disparaître petit à petit les cotes, les cotes faibles. Alors celles qui correspondent à mes attentes, eh ben, je n'ai qu'à aller modifier leur valeur. Pour celle-ci, on a 10,8. Donc 10,8 multiplié par 2, évidemment. Et pour l'autre, on a 12,7. Donc 12,7 multiplié par 2. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Ensuite, on a une cote qui que je positionne comme ceci. De tête, c'est celle qui fait 22. Et on a une cote de 2,2, c'est cette cote-là. Et puis pour finir, l'angle. Non, sur ce coup-là, on n'a pas un angle, ouais, on a la cote de 4,3 et puis une petite cote de 0,3. Hum, On peut Là, je vais prendre un petit peu de liberté avec son schéma de cotation. Je vais mettre une cote d'angle et je vais mettre une cote d'angle complète. En fait, non, je vais même pas mettre de cote d'angle. Et voilà, on va faire uniquement de la construction. On va tracer un segment de construction qui se trouve ici. On va rajouter des contraintes de symétrie de part et d'autre de l'axe de révolution. Où est l'extrémité du segment? Voilà. Donc là, j'ai une contrainte de symétrie et je vais rajouter une contrainte de perpendicularité, donc entre ce segment-là et ce segment-là. Et maintenant, les deux segments sont perpendiculaires et ils sont symétriques par rapport à l'axe, ce qui fait que je suis sûr d'avoir un angle de 90 degrés entre les deux segments. Et donc ici, j'ai un angle de 45 degrés. J'ai encore un schéma de cotation qui est fonctionnel. Je me suis assuré que cette cote d'angle ici ne pouvait pas être modifiée parce que c'est une contrainte forte de mon travail. Euh, je suis satisfait. Je valide mon esquisse. C'est parfait. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me servir de cette face qui se trouve à 22 millimètres pour venir créer mon écrou. Alors, où je peux même partir, euh, je m'arrête 2 minutes avant de continuer. Je trouve maintenant les deux corps que j'ai créés. Quelque chose d'intéressant dans Creo, c'est la possibilité de rendre un corps transparent, un ou plusieurs corps transparents, ce qui me permet de voir comment se comportent les autres corps. Donc, ce corps que je viens de créer, j'ai pas la cote de profondeur de la valeur qui rentre dans mon solide, je m'en fiche. Ce qui compte simplement, c'est qu'il soit dedans, c'est tout. Et même normalement, si je modifie les valeurs de cote du solide, je vais être, je, allez, allez, à la limite, on peut faire la chose suivante, on peut revenir sur notre esquisse. On va essayer d'être un petit peu plus prudent en ce qui concerne les éventuelles modifications. Euh, je me suis aligné là-dessus. C'est pas forcément une très très bonne idée. Je vais enlever cette contrainte d'alignement et je vais la remplacer par une coïncidence, mais comme ça. Euh, je détruis la contrainte qui était surabondante. Il faut que je vérifie maintenant à quoi sert pourquoi est-ce qu'il m'a mis cette cote. Donc je la vérifie en la modifiant.
Ouais, je m'aperçois que là, il a perdu la coïncidence avec ce segment. Ok, c'est pas dramatique. On va rajouter maintenant, on va faire simplement, euh, voilà, j'ai raccordé les deux valeurs. Pourquoi je m'aligne ici plutôt que là? Ben, si jamais la valeur d'angle de mon raccord change, au moins je suis sûr que ce point-là ne bougera pas parce que c'est sur le centre. Alors que ici, le, ce, euh, l'axe ici va bouger et ce qui aurait pu entraîner une intersection intempestive avec le, le bord de ma forme. Voilà. C'est vraiment du détail. Je vais tracer mon écrou. Pour tracer mon écrou, je commence une extrusion. Je viens comme plan d'esquisse, je vais définir le plan en créant un plan à la volée qui part de cette face. Je la décale. Alors de combien je la décale? Eh bien, je la décale de 4,3 mm. Ça va être mon plan de départ. Euh, mon plan de mon plan d'orientation, si je veux être rigoureux, je vais essayer de prendre plutôt ce, ce plan-là parce que je l'avais créé spécifiquement pour faire ce job. Voilà. Ce qui fait que si je me mets maintenant en vue d'esquisse, ben, je vais être comme ceci. Je vais cacher les plans de. C'est plus simple. Je vais aller chercher dans ma palette d'esquisse, eh bien, mon hexagone. Si je veux respecter un petit peu la forme que lui a donnée, il a mis les pointes en haut, ben on va faire pareil. Donc, je vais le tourner. Voilà. Je peux l'agrandir ici, mais pour l'instant, c'est pas réellement le sujet. On va rendre coïncident. Alors, je peux travailler en 3D, il n'y a pas de problème. Je vais rendre coïncident le centre avec mon repère qui se trouve ici. J'ai une cote d'angle, je la fais disparaître en rendant cette arête verticale. Et j'ai une cote, non pas la cote sur plat, mais une cote de longueur d'arête. Donc cette cote-là, je la remplace par, eh ben, la cote qui m'intéresse, et la seule qui soit valable, c'est-à-dire la cote sur plat. La cote sur plat, si je reviens sur l'exercice, c'était cette fameuse cote de 14,35. Et il faut que je la multiplie par 2 pour obtenir la vraie cote sur plat. On est sur des valeurs issues de modèles en pouces, hein, je pense. Voilà. Et puis là, on a la vraie valeur. Alors que dans l'exercice proposé par ce prof de mécanique, ça me fait la peine de le dire, eh bien, on n'a même pas la cote sur plat de l'écrou. C'est affolant. Affolant. Ok. Jusqu'où je vais venir extruder les trous, et ben j'appuie en prenant la petite poignée qui est là, j'appuie en même temps sur la touche Shift sur mon clavier et il va comprendre que je veux m'appuyer sur cette face. Je retrouve donc bien les cotes qui étaient voulues dans l'exercice, plus une cote que j'ai volontairement fait disparaître de mon schéma de cotation. C'est le tout petit bout de plat, toute la petit épaulement qui se trouve ici et qui est la conséquence de l'angle de 90 degrés que l'on a contraint à cet endroit-là. On peut vérifier ce que cela donne en faisant une mesure entre cette face-là et l'arête. J'ai 0,2 là où lui voulait avoir 0,3. Bien, pourquoi pas. On va pas épiloguer là-dessus. Et maintenant, on va venir aussi sur un grand classique euh, que l'on trouve sur tous les tutoriels concernant la CAO, c'est la, la, la façon dont il s'y prend pour casser les arêtes en faisant cette découpe ici. Ça me fait marrer parce que ça prouve une, euh, une méconnaissance totale des fondamentaux à la fois de la CAO 3D, de la façon dont on code. Enfin bref, c'est ni fait ni à faire.
vérifie juste une petite chose, c'est cette cote de 3 millimètres qu'il va falloir que je respecte. Bien. Comment va-t-on faire pour casser les arêtes sur cet écrou? Eh ben déjà, on va commencer par faire une forme de révolution. On va faire une découpe de révolution, certes. Ça va apparaître nos plans. Voilà. Mais la découpe de révolution, moi, je vais la faire en utilisant ce plan-là comme plan d'esquisse. Voilà, très bien. Et comme forme pour faire pour casser les arêtes des deux côtés de l'écrou, on va faire quelque chose d'extrêmement simple. Si j'ai sélectionné le tracé d'un segment, si je me rapproche de cette face-là et que j'appuie en même temps sur la touche Alt, si je clique sur la face, il va me l'identifier comme étant une référence. Pareil sur cette face-là, ce qui fait que maintenant je peux m'accrocher sur ces deux références. Je trace un triangle comme ceci. Je vais aller jusqu'à la face qui se trouve là. Voilà. J'enlève les plans de mon affichage parce qu'ils me gênent plus qu'autre chose. Voilà mon esquisse. Si je la valide, j'ai cette cote. On a dit que cette cote, elle faisait 3 millimètres, je crois. Donc ça, c'est bien, mais les autres, j'en veux pas, de ces cotes-là. Donc je vais rajouter un petit segment de construction jusqu'ici. Maintenant que j'ai ce segment de construction avec la touche contrôle, je sélectionne les deux autres segments et je les rends égaux. On a donc un triangle équilatéral. Ça nous donne un angle, donc les trois arêtes sont égales, et surtout on a des angles de 60 degrés ici. Du coup, on a des angles de 30 de ce côté-là. Et je m'aperçois que là, je suis pas coïncident, donc je vais rajouter la contrainte de coïncidence. Voilà, c'est parfait. Il y a un point sur entity qui l'embête. Je sais pas, on va virer une contrainte qui n'est pas intéressante. Prenez, quand vous faites du créo paramétrique, prenez l'habitude lorsque vous avez, même si le schéma de cotation vous paraît correct, que tout semble aller pour le mieux, prenez quand même l'habitude, vous prenez la cote, vous cliquez sur cette petite icône modifie et vous regardez ce que ça donne lorsque justement vous la modifiez et vous vérifiez que ça colle par rapport à ce que vous vous attendiez à obtenir. Donc moi ça colle, je suis bien, je suis content. Je vérifie juste par rapport à l'énoncé de l'exercice parce que je voudrais pas avoir une bulle. Ok, 3 millimètres, donc tout va bien. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette forme, qui est une forme de révolution, va tourner autour de cet axe-là, et on va le voir. Je valide mon esquisse. Je lui précise, alors, j'ai pas dessiné l'axe de révolution, j'en avais pas besoin parce que j'avais pas de cote dans mon esquisse. Donc, il me demande de lui préciser. Voilà ce que j'obtiens en essayant d'ajouter de la matière. Si je lui dis d'enlever de la matière, voilà ce que j'obtiens. Et si je lui inverse le sens de découpe, voilà ce que j'obtiens. Voilà, voilà, c'est comme ça qu'on fait. On n'a pas de cote dans l'esquisse de découpe. On part dans quelque chose qui est pas tout à fait intuitif, mais on part de la face plane et on part pas du sommet de l'écrou pour obtenir la forme. Hop, une chose est faite. Alors on peut vérifier également au fur et à mesure que l'on progresse comme ça dans l'exercice, de temps en temps, vous allez sur la fonction de base et puis vous modifiez la cote pour voir comment ça se passe. Je mets 150 degrés par exemple. Voilà, bon bah tout va bien. Bon, mon corps ici a suivi, pas de problème. Ma pièce est robuste. Je peux modifier la cote d'angle. Je vais obtenir une autre valeur pour mon coude. Bah, c'est parfait. Continue. Donc voilà, voilà. Donc en fait, il met beaucoup de temps hein, à faire cette fonction. Regardez encore une fois tout ce qu'il est obligé de faire, le nombre d'esquisses. Et puis finalement, on va maintenant passer à la deuxième partie de notre exercice, donc la deuxième sortie de notre coude. Là, c'est pareil, on a quelqu'un qui aime bien faire beaucoup d'esquisses. Euh, Enfin, qui fait des esquisses complexes. Là, on toujours essayer de faire des esquisses plus simples, parce que franchement, ça vous complique la vie et c'est pas toujours très pertinent.
On retrouve de nouveau un écrou. Donc là, cette fois, il y a une cote sur... Non, il n'y a toujours pas de cote sur plat. Là, il refait la même chose, c'est-à-dire que de nouveau, il s'appuie sur l'extérieur de ce disque. C'est n'importe quoi. Si je regarde la cote qu'il lui a donnée, on la voit ou on la voit pas? Je sais même pas quelle cote est là. C'est celle-ci, c'est 18,3, je pense. Ouais. 18,3. Est-ce que c'était la même que celle que là on avait 16,6. Ok, bon, on va en déduire. Nous, on va travailler correctement, mais bon, on va se débrouiller. Euh, donc on est de nouveau sur un nouveau corps. Pareil, pour l'instant, je vais me contenter dans un premier temps de faire cette forme de révolution ici. On va aller jusque-là, on va faire la forme de révolution et sans la collerette, on va s'en occuper bien après. Ça sert à rien de la faire maintenant. Faisons des choses simples. Il n'empêche que même en faisant ces choses simples, on va plus vite que lui. Ok, allez, on part sur... déjà, on fait réapparaître les plans d'esquisse. Ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai les deux plans, là, droite et dessus, finalement, ils ont tendance à me gêner, donc je les enlève de la visu. Cette fois, donc, on retourne sur une forme de révolution qu'on définit comme passant, donc ça va être mon plan d'esquisse, et à la place du plan droite, je prends ce plan-là que j'oriente vers le haut. Si je regarde dans quelle situation je me trouve, pareil, là je suis bien, je suis plutôt bien placé. Je vais éviter de faire des interférences avec l'autre corps. Euh, tiens, j'ai oublié une chose. Euh, bon, c'est pas grave. Euh, je vais quand même le cacher pour travailler tranquillement. Et on refait le même type d'esquisse que celle que l'on a faite tout à l'heure. Donc, un axe de révolution, et puis on y va. Hop. Je force volontairement le trait. Ici, je valide on va y aller comme ça. Hop. Je force volontairement le trait. On met tout de suite des petites contraintes qui vont bien. Celle-ci se retrouve ici. On a le même cas de figure que celui que je vous ai exposé tout à l'heure. Cette cote-là, cette pente, on va la gérer de manière graphique. On met une symétrie entre ces points, une symétrie entre ces points. Voilà, on est bien et on gère une perpendicularité entre le trait de construction et son homologue, comme ceci. J'ai maintenant quelque chose de propre. Au niveau de mes dimensions, le diamètre là m'intéresse. On va aller voir combien il fait. C'est 13,5 multiplié par 2, comme toujours. Donc 27. Ensuite, c'est vraiment pénible cette façon de travailler. 12. Parce que c'est pas comme ça. 12, ça fait 24. On travaille en mécanique, on travaille en cote nominale, enfin en cote fonctionnelle. Donc une forme de révolution, c'est un diamètre. Si je dois mesurer contrôler ma pièce ensuite, je vais mesurer un diamètre. Je vais pas mesurer un rayon. Ça n'a pas de sens. Franchement, c'est venant d'une école qui forme des ingénieurs, c'est n'importe quoi. 29,7. Ok. On va coter donc, d'ici. Voilà. Et on a encore cette partie-là qu'il faut. Vous voyez qu'il faut coter. Vous voyez à chaque fois, je rajoute une cote, il y a une cote faible qui disparaît. Il me laisse d'autres cotes faibles. Les cotes faibles, celles qui m'intéressent, je les utilise. Celles qui ne m'intéressent pas, elles dégagent. Lorsque moi-même je rajoute, comme c'est le cas à cet endroit-là, c'est la cote
Oui, c'est la cote là qu'ils l'ont dit. Bon, bah, pourquoi pas. Allons-y. Donc c'est pas c'est la cote de là à là. Et c'est 19, combien il y avait? Vous voyez, la cote faible qui était là a disparu. C'est très bien. 19,5. Soyons précis. J'ai oublié, au moment où j'ai commencé mon esquisse, j'ai oublié de lui dire que je faisais un nouveau corps. C'est pas grave. J'ai dans cet onglet la possibilité de lui dire je crée un nouveau corps. Donc on va voir apparaître ici un troisième corps dans mon travail. Et du coup, comme c'est un corps, bah, il crée de la matière. Voilà, j'ai le body numéro 3. Vous voyez qu'il y a une petite étoile voilà, au niveau du corps. Ça veut dire que c'est le corps là qui est actif. Donc maintenant, si je rajoute des fonctions, elles vont automatiquement être ajoutées à ce corps ici. Bien, on va passer à je vais créer l'écrou avant de créer son disque de protection ici ou son disque d'arrêt. On sait que ce disque-là se trouve à 11,7 mm de cette face. Très bien. Et l'écrou lui-même, à quel endroit il précise? Ah oui, 10,5 mm d'épaisseur. Ok. Mais la cote qui m'intéresse, c'est la 11,7 à cet endroit-là. Donc, je commence une nouvelle extrusion. Je crée mon plan d'esquisse à la volée. Le plan d'esquisse, c'est un plan qui va être décalé par rapport à cette face-là. Hop, que je positionne à 11,7 mm. Très bien. Je valide mon plan d'esquisse et maintenant je travaille, si je me mets en vue d'esquisse comme ça, pourquoi pas. Je vais de nouveau aller chercher dans ma palette d'esquisse un écrou, enfin, un hexagone. Cet hexagone, très bien, je le valide. On va rendre coïncident son centre. J'enlève les plans. Voilà. Son centre et puis ce point. Euh, je vais enlever cette contrainte d'horizontalité et je vais la remplacer en tournant l'hexagone comme ça. Je vais la remplacer par une verticalité à cet endroit-là. Bon, on est bon. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la cote sur plat. Mais pour l'instant, donc j'ai cette cote d'arête. Je vais la remplacer par temporairement. Ah, zut, c'est pas- ouais. Je vais la remplacer temporairement par la cote de hauteur. Donc celle-ci, je la dégage. Je vais y mettre la cote supposée, donc la 18,3 multipliée par 2, c'est la cote de l'énoncé. Donc 36,6. Et maintenant, je rajoute une cote sur plat. C'est celle-ci qui m'intéresse. Cette cote-là, elle est surabondante. Éventuellement, je pourrais en faire une cote de référence, mais là, je vais la détruire. Et là, j'ai 31,7. Je laisse la cote de 31,7 qui est la cote fonctionnelle de mon écrou. C'est une valeur anglaise, enfin c'est une valeur issue des pouces, c'est pas tout à fait 37, 31,7, mais bon, on est, euh, on est bien quand même. Donc on va laisser, c'est cette cote-là qu'il nous faut. Je valide. On va dans l'autre sens, comme ceci, et il avait dit 10,5, on est bon. Rebelote sur cet écrou, on va travailler comme pour l'autre, on va se mettre dans cette position sur cette face-là pour venir faire une découpe de révolution. Une fois qu'on a compris le truc, c'est quand même très simple. On prend un segment, on commence par tracer, allez, hop, sur sur cette face-là, je trace jusqu'ici. À chaque fois j'appuie sur la touche Alt, il me trouve la référence. Je viens jusqu'ici, je valide. J'ai mes trois segments qui sont sélectionnés. Un coup de bouton de droite, longueurs égales. Vous voyez que toutes les cotes disparaissent. C'est normal, j'ai un triangle équilatéral. Donc là, tout va bien.
Je transforme cette esquisse en esquisse de construction. Ça va encore bien. Dans Créo, on fait des esquisses ouvertes, il n'y a aucun problème, c'est justement ce que je cherche à faire. Et je valide mon esquisse. Je lui donne l'axe de révolution. Il m'ajoute de la matière dans un premier temps. Je fais une découpe et j'inverse le sens de la découpe. Hop, magnifique. J'ai les arêtes de mon écrou qui sont parfaitement cassées. Alors, maintenant, je vais faire la rondelle. Je prends cette face comme une face d'esquisse. Je rajoute une extrusion. Mon extrusion, ce n'est qu'un cercle. Hop. Et comme je n'ai pas envie de m'embêter, je prends rapidement ce segment comme le sommet ici comme référence. Et là, et oui, je fais le contraire, c'est-à-dire que c'est la rondelle qui s'appuie sur les dimensions de l'écrou et pas l'inverse. Quelle épaisseur fait-elle? On va regarder. 1,3. Bon, très bien. Clic. 1,3. Très bien. Il me reste, pour finir l'exercice, à rajouter sur cette arête à l'extrémité. Alors, quand j'ai sélectionné l'arête, si je me déplace avec la touche Shift majuscule de l'autre côté, il me prend le contour complet. Ça me va bien. Je fais un rayon, un chanfrein. L'exercice va, chanfrein d'un 5. Très bien. J'ai fait mon corps. J'ai terminé le corps. Donc, vous avez le corps numéro 1, le corps numéro 2. Je peux vérifier que on est assez robuste. Allez, soyons fous, on va mettre 90 degrés. Ben voilà, j'ai un coude à 90 degrés, les gars. Hein. Ça marche sans problème. Hein. Ça marche sans problème. J'ai les deux corps qui ont suivi, pas de problème. C'est ça de faire de la CAO paramétrée, c'est d'essayer d'anticiper les le comportement de votre pièce en fonction de ce que vous allez lui demander. Là, c'est fonctionnel. Je peux utiliser ce coude dans différentes catégories. Je pourrais en faire une table de famille avec les différentes valeurs d'angle. Ça sera parfait. Ok, dans l'exercice, il nous propose ensuite de fusionner le corps principal qui était là avec les deux autres. Bon, là, dans Créo, ça pose vraiment aucun problème. Je prends avec la touche contrôle, je sélectionne les trois corps qui m'intéressent. Vous avez ici la possibilité de faire body merge et on a par défaut le corps numéro 1 qui est fusionné avec les deux autres. Bon, pourquoi pas. Et du coup, maintenant, c'est les deux autres. Alors, dans l'arbre du modèle de Créo, vous pouvez voir les corps qui ont été consommés en rose et les corps actifs. Donc, le corps body 1 est le résultat de la fusion des deux autres, de sa propre fusion avec les deux autres, et les deux autres sont consommés. Alors, dans la suite de l'exercice, on a là aussi des choses qui sont relativement simples à faire. N'empêche qu'il fait quand même, malgré tout, les mêmes boulettes, hein, quoi qu'on en dise. On a une forme de révolution, parce que oui, pourquoi pas. Cette forme de révolution, il met une cote de 60 pour être sûr que ça dépasse, mais elle ne sert à rien, cette cote de 60. C'est pas une cote fonctionnelle. Éventuellement, les cotes fonctionnelles, donc c'est la cote de profondeur de l'épaulement et les rayons que moi bien entendu qui vont devenir des diamètres dans mon cas. On va voir comment on s'en sort avec ça. Ok, allons-y. J'ai mon corps en transparence. Là, c'est parfait. On peut attaquer par la forme de révolution en tiens, on va essayer d'y penser tout de suite. Alors, c'est pas une obligation, mais si on y pense tout de suite, c'est mieux. Je crée un nouveau corps. Et au niveau du placement, eh bien, je travaille sur la vue de face et comme je l'ai fait tout jusqu'à présent, je prends cette face-là pour comme plan d'orientation. C'est pratique parce que ça permet de travailler comme ça à l'horizontale, on est bien.
on est bien. Je vais, dans mon cas ici, donc rajouter la ligne centre. Je vais faire réapparaître le plan droite. Je vais m'en servir cette fois vraiment comme plan d'alignement. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme référence? Ben, je vais partir d'ici, hop, de cette face-là. Je vais prendre le plan comme référence et je vais m'appuyer dessus. Très bien. Sauf que j'ai été un petit peu trop vite. Donc on va faire un petit undo. Je prends ça comme référence. Je pars à l'horizontale, puis il y a un petit décroché, on verra tout à l'heure comment on le cote. On vient jusqu'à cette référence, je descends au trait d'axe, je m'arrête là et je remonte à cet endroit-là. Très bien, j'ai bien évidemment les codes de diamètre. Bon, en fait, j'ai l'impression que j'ai rien à faire au niveau de la mise en place de la cotation. On est bon, on a 9,5, 7,9 et 24,4. Donc, c'est là où vous voyez tout l'intérêt de la cotation automatique dans Créo. C'est que dans de très 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 nombreuses situations, on n'a pas besoin d'aller chercher la fonction cotation. Les codes sont placés généralement de façon tout à fait appropriée. Il me suffit de modifier la valeur, et à partir du moment où j'ai modifié la valeur, eh bien, elle devient jaune, ça veut dire qu'elle elle est forcée et elle est fixe, elle est bloquée. Euh, Créo ne fera plus d'hypothèse, cette cote-là ne risque plus de disparaître. Je fais pareil ici, à cet endroit-là, et puis 24,4, c'est ça? Oui, 24,4. Et je ne mets pas de code de longueur, je m'accroche sur la géométrie pour dire que le corps va jusqu'ici. Ça n'a aucun sens d'aller lui faire bouger, d'aller le prolonger jusqu'à l'extérieur de la pièce. Vraiment aucun sens. Comme ça. Ensuite, on fait la manip. Il y a un autre corps à réaliser. Bon, même principe, hein, on va le retrouver de ce côté-là. Là, on va pouvoir utiliser une autre méthode parce que c'est un corps très simple hein, qu'il réalise. C'est simplement un cylindre. Hein. Euh, C'est simplement un cylindre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, d'accord, d'accord. Là, lui, il passe là encore par une 7,9. Il passe par une forme de révolution. Moi, je vais pas passer par une forme de révolution. Il a une cote de diamètre qui est la même que celle utilisée précédemment sur le corps précédent. Et ben, nous, on va être un petit peu plus astucieux que lui, je pense. On va faire en sorte que de réutiliser la cote de diamètre précédente. Moi, je vais pas partir donc sur une forme de révolution, je vais partir sur une extrusion à partir de cette face-là. Je pars sur une extrusion, voilà. Euh, je dessine gentiment un cercle, mais je vais me mettre en vue de face, enfin en vue de face, en vue d'esquisse, voilà. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que le, le, le diamètre du corps précédent qui pénètre dans la pièce, je vois ici sur les côtés ces arêtes tangences qui sont globalement qui sont qui vont me permettre de récupérer la valeur du diamètre simplement en mettant une contrainte de tangence entre ce cercle et le bord de ce diamètre. Comme ça, je suis sûr d'avoir les mêmes diamètres, j'ai pas besoin de mettre de cote. Je valide. Je me suis encore une fois précipité, j'ai oublié de lui dire que je faisais un corps de plus, bon, pourquoi pas. Et à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est dans mon extrusion, je peux très bien lui dire d'aller se propager jusqu'à une référence, et la référence qui m'intéresse à cet endroit-là, c'est mon plan droite. Et comme ça, vous avez mon extrusion qui vient, hop, s'arrêter pile sur le plan qui coupe la pièce en deux et qui sera toujours dans l'axe en plus. Je peux cacher maintenant le corps numéro 1
pour ne voir que les deux corps 4 et 5 sur lesquels je bosse. Mais ce que je peux faire aussi, c'est prendre par exemple le corps numéro 4, l'activer, et là je vais pas faire comme lui il propose dans l'exercice, j'ai un morceau du corps 4 qui traîne là au-delà de justement de mon fameux plan droite qui se trouve là. Eh bien, j'ai une partie du corps numéro 4 là qui traîne sur la partie gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce plan, je le sélectionne, je lui dis, je prends la fonction solidifier, je lui enlève la partie gauche et je me retrouve tout simplement avec maintenant juste la partie qui m'intéresse et je vais pouvoir faire la manœuvre de fusion entre les deux corps résultants, enfin les deux corps résiduels. Voilà, c'est comme ça que je peux m'exprimer. Dans l'exercice, il fait faire à peu près la même chose. Il est obligé d'utiliser une fonction supplémentaire pour supprimer justement les deux gros bouts bruts là qui traînent. En étant donc un petit peu astucieux au niveau de la conception et de la construction, on arrive à faire des choses beaucoup plus simples, mais on arrive finalement à un résultat qui est à peu près identique. Et puis il faut réaliser ce rayon de congé et il utilise un rayon de congé de 10 millimètres. Bon, on va faire ça. Et avant de faire ça, on va juste aller dans la partie apparence et on va aller attribuer allez, une petite apparence dorée sur, sur le corps, ce qui donne, voilà, c'est joli. C'est riche, chose un peu doré. Pourquoi pas? Bon, je vais revenir quand même dans ce mode d'affichage. Euh, Mes plans de référence sont vraiment plus utiles. On va réaliser un rayon en utilisant des options un peu particulières pour le rayon pour être sûr qu'il passe correctement. On prend la face là, la touche contrôle, la face là, et puis on étend notre rayon hop, jusqu'à la valeur voulue. Donc là, je m'aperçois qu'il a un peu de mal à passer le rayon qui m'intéresse, c'est-à-dire que je voulais avoir un rayon valeur 10, visiblement il a un peu de mal. C'est pas grave, pour l'instant je le laisse comme ça. Je vais faire un nouveau jeu en prenant les faces du dessous, ok. Et là c'est pareil, le rayon 10 n'a pas l'air de passer. C'est pas bon. Donc pour l'instant il m'a mis le rayon en échec à cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer un petit paramètre dans ma pièce, c'est sa précision. Par défaut, la précision dans Creo, elle est relativement fine. Ça peut parfois être embêtant. Et on va voir si le, le fait de changer cette précision, si ça change quelque chose. A priori, non. Du coup, il arrive jusqu'à rayon 7. Alors, je vais essayer une autre méthode, une méthode plus classique. Ah, vous voyez, la méthode classique, finalement, non, cette méthode-là, j'aurais dû la faire tout de suite. Cette méthode classique est passée. On a ici notre rayon qui est passé comme je le souhaitais. Je peux faire réapparaître le corps principal. Et cette fois, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une soustraction de corps. Donc, de ce corps-là, on va soustraire le corps numéro 4 et on obtient donc le résultat attendu qui est une pièce donc percée. Vous avez vu aussi le fait d'avoir attribué une texture au corps
que j'ai utilisé pour la soustraction, et ben, cette texture maintenant se retrouve dans la découpe. C'est assez sympa. On peut vérifier une nouvelle fois si ça marche toujours. J'espère que ça va pas faire exploser le rayon à l'intérieur du corps numéro 2. Euh, Visiblement non. Visiblement c'est passé. Pas de problème. J'ai ici un raccord à 90 degrés. Euh, Comme je peux avoir un raccord à, si je mets 120, ça va me faire un raccord à 60, etc., etc. C'est tout l'intérêt d'avoir réfléchi un petit peu à la façon de réaliser les opérations, c'est que maintenant j'ai une pièce qui est beaucoup plus euh, versatile que la pièce proposée par le prof et son exercice sur Katia. Voilà, j'en ai fini. Une petite vidéo d'1 heure quand même, mais je pense que ça valait le coup que je vous montre un petit peu comment on réalise tout cela et que j'en profite pour critiquer l'autre méthode. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Il n'empêche que voilà, je trouve ça quand même assez délirant que sur un sujet d'examen ou en tout cas de contrôle pour des étudiants en classe, donc c'est du bachelor là, enfin c'est du high degree en Angleterre, on leur ponde des sujets aussi mal fichus. Donc pour moi, le prof, je lui mets 2 points pour l'effort fourni pour avoir réalisé le sujet. Mais sinon, tout le reste, c'est ni fait ni à faire. Allez, ben écoutez, bonne continuation et à la prochaine pour une autre vidéo de modélisation 3D.